Oui, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale et je suis d'autant plus fier de vous rencontrer que je représente la circonscription de Félix Gabriel Marchand, qui a été Premier ministre du Québec, qui est le seul Premier ministre à être notaire et qui a fait beaucoup dans la fondation de la Chambre des notaires du Québec, d'ailleurs. Donc, c'est permanent, c'est son œuvre. Je voulais vous entendre parler sur les délais de prescription. Dans la loi, il est question d'avoir un délai de prescription d'1 an. Dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel, on parle de 2 ans. Dans la loi aussi de la conservation et de la mise en valeur de la faune, on parle aussi de 2 ans. Est-ce que vous voyez qu'1 an, c'est correct? Est-ce que vous seriez plus à attendre vers les deux lois que je vous ai parlé qui sont à peu près dans le même sens de l'objectif, c'est de conserver un patrimoine qui soit naturel ou de la faune ou un patrimoine culturel. Est-ce que vous avez une opinion sur cette question? Ouais. Mon opinion sur cette question-là, c'est qu'au départ, il faut considérer qu'il y a 2 types de prescription de base. Une de 10 ans et une de 3 ans. 10 ans en matière immobilière, 3 ans en matière mobilière. Si on décide de déroger dans le contexte d'une loi statutaire pour des délais plus courts, c'est que ces délais-là doivent être justifiés. Si ces délais-là sont plus courts et ils sont justifiés, ils devraient être uniformisés dans le cadre de lois à caractère à peu près semblable. Alors, c'est déjà lors de la recodification du Code actuel, l'ancien Code civil du Bas-Canada, il y avait un nombre effarant de prescriptions à termes différents. On a tenté de rassembler ça, de simplifier ça, d'unifier ça pour éviter que justement les gens soient dépourvus parce que, bon, ils pensaient que c'était 2 ans, c'est 1 an telle place, ça c'est bon. Donc, grande règle, si on y déroge, soyons précis, si on y déroge, essayons d'avoir une certaine uniformité pour savoir pourquoi on déroge, puis d'assurer cette uniformité-là. Alors, 1 an, c'est court, hein? 2 ans m'apparaîtrait pas pire. Surtout qu'on ne sait pas toujours, dans certains cas, quand les infractions se font, le temps de trouver, de les découvrir. Bien, il y a cette question-là aussi qui est important de se donner le temps pour pouvoir y répondre. À la question, pourquoi on a dérogé aux 3 ans en matière mobilière ou 10 ans en matière immobilière? Oui, Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, on aura beaucoup de questions à l'étude du projet de loi article par article dans quelques semaines, très certainement. Vous parlez de l'importance des mots, évidemment. Je pense qu'on ne peut qu'être en accord avec vous. Est-ce que, permettez-moi de vous un peu à brûle pour point, de vous en lancer un. Il y a un terme qui revient souvent dans plusieurs mémoires, c'est le terme inventaire. Faire l'inventaire de ce qui est classé, cité, ce qui pourrait l'être. Est-ce que, en termes juridiques, inventaire, parce que si on peut bien en discuter longuement, là, mais est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on dit un inventaire, à quoi on réfère exactement? Un inventaire dans un projet de loi, est-ce que c'est le terme approprié? Il est prévu que on tient un registre puis on tient un inventaire. Bon. L'inventaire, c'est pas d'autre chose qu'une liste. C'est une liste qui peut être pure et simple, qui comprend la description de l'objet, mais la description pour aller jusqu'à son état. Alors, ça veut dire dans quelle situation il est sur le plan physique et autres. Bon. Donc, l'inventaire, normalement, a un caractère moins officiel que le registre. Le registre consacre quelque chose de déjà prédéfini. L'inventaire, il ne fait que dresser une liste. Dans le cadre de ce qui est envisagé dans la loi ici, où l'inventaire, c'est pas un terme qui revient souvent, mais vous avez raison de dire que il est assez utilisé, c'est comme si on essaie à tout le moins de retracer, d'identifier des biens qui pourraient justifier leur ascension dans le domaine des biens culturels faisant partie du patrimoine culturel. Alors, c'est comme une espèce de porte d'entrée
Mais si c'est pas fait à l'échelle de la province d'une façon régulière ou complète, bien, il y aura toujours des trous quelque part. C'est un exercice, d'après moi, qui doit être passionnant. C'est un exercice de longue haleine. C'est un exercice qui est lourd de conséquences parce que ce qui ne rentre pas dans l'inventaire, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait revenir par la suite lors d'une... la foule s'émeut, le quartier s'émeut, on ne peut pas permettre que ça soit démoli, puis il n'est même pas dans un inventaire, puis on a fait l'inventaire à ce place-là. Donc, c'est un exercice quand même périlleux, mais, somme toute, c'est comme l'entrée tranquille, on est en voie d'identifier un bien qui, éventuellement, pourra recevoir l'étiquette de bien culturel. Au registre. Il passe pas au registre tant qu'on n'est pas là. Citation, déclaration, désignation, etc. Mais c'est un exercice incontournable. Prémisse. Ça va. Alors, Maître Frenette, Maître Chamberlain, merci. Alors, nous poursuivons et je donne la parole au député de Saint-Jean. C'est le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous entendre, surtout que je suis le député de Saint-Jean, qui inclut une bonne partie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme vous avez peut-être vu dans les médias dans les dernières semaines, les derniers mois, la démolition de l'usine Seigneur, qui au Québec n'a pas eu sa machine à coudre Seigneur. La plupart avaient été fabriquées à l'usine ici à Saint-Jean. Et quand on voit, puis on se promène un peu partout, de voir les belles réussites de ce qui se fait avec la préservation du patrimoine industriel, la transformation d'anciennes usines, soit en logement, mais aussi dans des marchés publics, autres. On en a vu dernièrement à Valleyfield avec des exemples, autres à San Francisco aussi avec l'ancienne usine d'El Monte. Donc, des beaux succès, il y en a. Et comme vous l'avez dit, c'est assez aussi récent qu'on s'intéresse à ça, parce qu'aussi au Québec, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à l'entrepreneuriat et qu'on a la fibre entrepreneuriale qui est développée. Moi, ma question, c'est aussi, c'est important de préserver le patrimoine industriel, mais est-ce que vous avez en tête des exemples de biens patrimoniaux dans la catégorie industrielle qui étaient québécois? Comme exemple, Vachon, l'ancienne usine Vachon n'existe plus vraiment, a été, si je peux me permettre l'expression, raboudinée, là, agrandie et autres. Il reste la maison ancestrale, mais comme Bombardier ou d'autres entreprises québécoises, industrielles, qui existent encore, qu'il faudrait protéger. Des entreprises encore en fonctionnement? Non, mais en fonctionnement, mais parce que souvent les entreprises majeures là ont déménagé, mais la première usine ou un lieu là important qui rappellerait le début de nos industries québécoises. Est-ce qu'il y en a qui sont menacés? Il y a plusieurs questions dans votre question. Je dirais que à cause de la nature de l'usine, qui est un équipement utilitaire avec des fonctions productives, dès que l'usine ferme, dès que les fonctions productives cessent, bien sûr que l'édifice est menacé. Au-delà de ça, l'entreprise peut continuer à exister et les transformations technologiques aussi change les métiers, change les savoir-faire. Alors, même dans une entreprise qui continue, je veux dire, il faudrait comme assurer une certaine documentation des métiers, etc. Alors donc, oui, le patrimoine industriel, il est menacé. Hein? Je veux dire, de façon générale, là, il est menacé. Je dirais peut-être pas plus que d'autres, mais il est menacé. Maintenant, est-ce qu'il y a des exemples de réussite? Bien sûr qu'il y en a, ou des choses qui... la pulperie de Chicoutimi, la poudrière de Windsor, et là, écoutez, je n'ai pas amené toute la documentation de l'association, mais on pourrait vous faire parvenir beaucoup de documentation au fil de nos congrès où on s'est promené un peu partout au Québec. Je veux dire, on a vu des exemples de choses qui sont réussies en termes de réutilisation du patrimoine industriel, en termes de bâtiments, mais il y a aussi toute la sauvegarde
des équipements, de la machinerie. Il y a toute la sauvegarde, encore là, tous les métiers disparus, hein, ou les métiers en voie de disparition. Un autre exemple, je voudrais surtout pas oublier le travail exemplaire d'Hydro-Québec en termes de patrimoine industriel. Comme société d'État, on peut être fier. Ils font un travail assez remarquable pour conserver les traces les bâtiments, les savoir-faire, etc., même des collections d'objets, etc. Alors, il y a des exemples de réussite qui pourraient nous inspirer, mais je reviens quand même à l'idée que on aurait intérêt à mieux connaître, mieux documenter pour faire des choix éclairés. Parce qu'en même temps, c'est tellement vaste, on ne pourra pas dire non plus, on peut tout conserver. Et l'autre chose importante que je dirais, on en parle un petit peu dans notre mémoire, pour nous, développement puis conservation du patrimoine, c'est pas en opposition. Ça, dans le livre vert de 2008, il y avait déjà cette idée que, et nous, on a fait un congrès là-dessus, on réfléchit souvent, on a des contacts avec l'étranger. Utiliser le patrimoine puis le patrimoine industriel, ça peut être des outils de développement. Il faut que ce soit ça, parce que si c'est vu comme des freins au développement, on va être vu comme des gens du passé, etc. Alors, il y a moyen de faire du développement durable puis de conserver le patrimoine. Je suis d'accord avec vous par rapport au développement et lié à la conservation, mais il me reste très peu de temps. Ça va. Ma question, c'était aussi par rapport, parce beaucoup d'usines étaient de propriété étrangère ou des intérêts étrangers. Donc, c'était pour ça que je parlais du patrimoine industriel québécois, qui est, c'est sûr, en moins grand nombre qu'étranger parce que, comme je l'ai dit, c'est assez récent. Mais je comprends qu'il y a des belles initiatives, notamment avec Hydro-Québec, et aussi Bombardier en fait aussi avec à Valcourt, avec les anciennes installations. Mais mon autre question, c'est par rapport aux citoyens. On a vu dans plusieurs débats, que ce soit dans le débat du patrimoine religieux, mais aussi du patrimoine industriel, quand on a un promoteur qui arrive avec un projet, soit de démolition ou d'achat d'un bien, d'un édifice patrimonial, souvent on a les citoyens qui se lèvent, qui montent aux barricades et qui n'ont pas vraiment de tribune officielle pour s'exprimer autre que les médias, pétitions, etc. Et on a la ville d'un côté qui peut faire quelque chose, les municipalités, d'un autre côté le gouvernement aussi. Mais dans tout ça, là, est-ce que vous sentez, vous, la loi actuelle, pas la loi actuelle, mais la nouvelle loi qui est proposée, on pourrait ajouter quelque chose pour que les citoyens puissent transmettre leur voix, ou du moins qu'ils se sentent consultés, qu'ils ne soient pas toujours mis devant le fait accompli que la démolition arrive à tel moment, et qui puissent peut-être, soit par signature de Régis ou autre, des gens de l'île d'Orléans nous ont parlé de cette possibilité-là, dans le cas d'un paysage où une municipalité pourrait dire, nous, on n'est pas d'accord pour classer notre paysage, le paysage en question, mais que dans cette municipalité-là, il y a une signature de Régis, et si tant de pourcentage de la population signe le Régis, comme on le fait déjà pour un règlement d'emprunt dans une municipalité, bien qu'on puisse aller quand même poursuivre un peu plus loin la démarche. Est-ce que vous voyez, à quelque part, comment on pourrait donner une possibilité aux citoyens de s'exprimer dans ces débats-là, qui sont souvent très émotifs, parce que c'est leur patrimoine, souvent. Et dans le cas d'une usine, c'est souvent des familles d'anciens travailleurs qui ont travaillé là pendant des années, puis qui voient là, démolir ça, puis ça leur fait mal. J'aimerais juste revenir sur un point. Quand vous mentionniez tout à l'heure la question du patrimoine industriel québécois, dans notre esprit, le patrimoine industriel québécois, il n'y a pas de lien entre ça et la propriété de l'industrie. Je veux dire, pour nous, là, on fait pas de distinction. Une usine, peu importe qui a été son propriétaire, puis que ça a pu comme changer au fil du temps, qui a été dans un milieu qui a développé, en tout cas, je veux dire, pour nous, c'est comme ça fait partie du patrimoine industriel québécois et on se pose pas la question de, c'est comme, c'est-tu notre propriété? En tout cas, là, ça, je pense que c'est quand même important de faire cette distinction-là. Maintenant, j'avoue que sur votre autre point, nous, on s'est pas comme vraiment
penché de façon spécifique là, quand on a discuté de ça à notre comité sur cette question de la voix citoyenne. En même temps, moi, ce que je comprends aussi, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une menace, par exemple, de démolition, si c'est de ça qu'on parle, nous, c'est arrivé dans le quartier où je travaille, bon, je suis de Montréal, etc., bien, lorsqu'il y a question de démolition d'un édifice ou même de transformation, bien, il y a des permis là, qui se donnent et il me semble qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus au niveau des permis de démolition, etc., puis de consultation possible. Nous, en tout cas, je veux dire, on voit ça comme régulièrement. Bon, est-ce que dans le cadre de cette loi-là, il y aurait moyen d'ajouter d'autres aspects plus sur la voie citoyenne? Écoutez, sincèrement, oui, vas-y. Si je peux me permettre, moi, en fait, la façon dont je le vois, c'est surtout une arrimation, arrimer cette loi-là avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en fait, parce qu'il y a déjà des processus qui sont prévus dans cette loi-là, que ce soit à travers les CCU, mais des trucs de consultation avant de passer un permis de démolition. Nous autres, ce qu'on proposait dans notre mémoire, c'était de justement consulter les conseils de patrimoine locaux pour, d'emblée, lorsqu'il est question de démolition, dans un cas surtout où il n'y aurait pas eu d'inventaire de fait, donc il y aurait un statut, on devrait se prononcer avant de passer une démolition. Mais dans ce cas-ci, je pense que quand on parle de démolition, ça a plus un lien peut-être, ou d'intervention sur le cadre rebâti, ça a plus un lien direct avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, M. Doré, M. Binette, merci de nous avoir fait connaître le point de vue de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel.